Notre invité ce matin, François Ruffin, député France Insoumise, première circonscription de la Somme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé ou écouté l'hommage rendu à Johnny Hallyday? Écoutez, je l'ai regardé par intermittence parce qu'en fait, je faisais une tournée chez des gens de ma circonscription et donc de foyer en foyer, il y avait la télévision derrière avec l'hommage à Johnny. Donc il regardait. Chanteur populaire. Pour quelques-uns, ils regardaient, pas tous. Et puis il y a ceux qui faisaient le Téléthon et qui étaient au regret de pas voir grand monde à leur Téléthon, moins de monde que d'habitude, parce que vraisemblablement les gens étaient devant leur poste. C'était la classe ouvrière, Johnny? Je pense que c'était pour partie ça. Enfin, c'était les blessés de la vie pour beaucoup. Enfin, quand on voyait les gens qui se faisaient tatouer, enfin qui sont tatoués et qui portent des t-shirts aux couleurs de Johnny et tout ça, on voit très bien que c'est pas la France d'en haut en l'occurrence. Oui. Alain Finkielkraut qui déclare: le petit peuple blanc est descendu dans la rue, les non-sous-chiens brillaient par leur absence. C'est du racisme? En tout cas, je trouve que c'est franchement inutile. Enfin, enfin voilà, je trouve qu'il y a pourquoi sur un truc comme ça encore chercher à classer les gens en termes de couleur de peau, enfin vous voyez là manifestement il y a un moment de communion. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue et il y en a des millions qui sont devant leur poste. Je vois pas la nécessité à ce moment-là d'encore venir séparer entre les blancs, les pas blancs et ainsi de suite. Quoi. Moi, ça me peine si à chaque événement qui se produit en France, on doit regarder notre pays à travers ces lunettes-là. Je pense pas que ça soit de nature à réconcilier le pays avec lui-même. Est-ce qu'on doit engager des polémiques à tout propos? Vous me voyez venir, hein, évidemment, hein, parce que je vais vous parler de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a écrit surtout, pas ce qu'il a dit, parce qu'il n'a rien dit, mais ce qu'il a écrit. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Oui. Bon, je vais le lire pour François Ruffin, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Samedi, jour anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité de l'État, le président de la République, chanoine de Latran, participe à une messe dans l'église de la Madeleine, monument religieux contre-républicain, où la prostituée de l'Évangile implore le pardon du Christ. En face, l'Assemblée nationale, les rues qui mènent à ce bâtiment portent les noms des avocats de Louis XVI et Marie-Antoinette. On voit ici ce que veut la laïcité républicaine de certains, ce que vaut la laïcité républicaine de certains. Voilà ce que dit, ce qu'écrit. Bon, polémique inutile. Moi, franchement. je veux dire ce que je pense, c'est qu'on a tous en nous quelque chose de Johnny. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est en quoi Johnny fait écho dans le cœur des Français. Moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais toutes les braderies, vous savez. Et dans les braderies, j'achetais, comme avec peu d'argent, on peut acheter beaucoup de choses. J'ai acheté les 45 tours de Johnny Hallyday sur l'idole des jeunes et tout ça. Et la chanson que j'ai préférée, c'est qu'on me donne l'envie d'avoir envie et d'allumer ma vie, quoi. Oui. La laïcité est bafouée ou pas? Franchement. Mais à quoi ça sert d'engager des polémiques, surtout? Je vous pose la question. D'abord, je veux dire, il faut signaler. Alors, est-ce que la France insoumise est réduite en permanence à des polémiques? Mais vous voyez bien, si vous voulez m'interroger sur la question. D'abord, répondez-moi franchement, on passe à autre chose. Bon, là, je pense qu'il y a une forme de courage de Jean-Luc Mélenchon aussi. Moi, c'est pas mon truc de réagir. Par exemple, l'Alsace, la Lorraine, machin, le Concordat, c'est pas ma bagarre prioritaire. Maintenant, je trouve qu'il y a une forme de courage de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là d'union, de venir rappeler quels sont ses fondamentaux et en quoi il pense que le président de la République il dit une bêtise puisque le discours finalement il s'est tenu à l'extérieur. En dehors de l'église de la Madeleine. On sait pas trop. Bon. Un député à l'hôpital psychiatrique. Ce député, c'est vous. L'hôpital psychiatrique, François Ruffin, Fakir Édition. Vous aviez fait la promesse, vous l'avez tenue. Député reporter. Oui, pendant ma campagne, j'avais rencontré des gens de l'hôpital psychiatrique d'Amiens qui m'avaient dit combien ça allait mal. Ils avaient eu 3 services qui avaient fermé en 3 ans. Là, il y en a vraisemblablement un 4e qui est en voie de fermeture aussi. Et j'avais dit, si jamais je suis élu, je viendrai visiter votre hôpital. Finalement, j'ai pas seulement fait que le visiter. J'ai eu cette chance avec l'autorisation du directeur. Et c'est parce que je suis député que j'ai eu l'autorisation du directeur, mais aussi ensuite d'aller rencontrer les familles, l'agence régionale de santé, avoir 3 heures de réunion avec la direction et finalement pouvoir interpeller la ministre à la tribune de l'Assemblée nationale. Et déposer une proposition de loi. Ma première proposition de loi, qui est simple, je sais bien qu'elle ne résout pas tout et que pour résoudre les problèmes de la psychiatrie aujourd'hui, il faudrait un véritable projet d'ensemble qui peut être porté que par le ministère, mais c'est de dire que à minima, puisqu'on a découvert ça,
avec l'Agence régionale de santé, le budget des hôpitaux psychiatriques en France stagne, voire diminue, alors que le budget des hôpitaux classiques augmente. Lui, de 2%. Oui. Donc, à minima, ce que je demande, et je suis pas seul, c'est que le budget des hôpitaux psychiatriques augmente en proportion de l'hôpital classique. Je dis je suis pas seul parce que cette proposition de loi, elle a été signée par des députés de tous les groupes. Oui, j'ai même vu Olivier Dassault qui a signé. Oui, Alors, Olivier Dassault et François Ruffin sur le même texte, c'est quand même étonnant, ça. Hein, mais moi, je trouve que ça n'a rien d'étonnant. Oui. Il y a des fondamentaux sur lesquels Monsieur Dassault ou les macronistes et moi-même, on sera jamais d'accord. Je veux dire, l'impôt sur la fortune, la loi travail, des choses comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a des tas de dossiers sur lesquels on doit travailler ensemble. Là, c'est le cas sur l'hôpital psychiatrique. Peut-être demain sur la pêche électrique, par exemple. Puisque vous savez qu'il va y avoir il y a un projet de l'Union européenne d'étendre la pêche électrique qui à la fois détruit les fonds marins, détruit la biodiversité et en même temps casse la pêche artisanale. Et je pense que sur un dossier comme celui-là, il doit pouvoir y avoir une unité de tous les parlementaires ensemble. Là, je regrette encore une fois que En Marche ait pas le droit de signer des propositions de loi. C'est quand même dingue. En termes de démocratie, de vie de la démocratie. Il leur est interdit de signer des propositions de loi venant d'un autre groupe, voire des amendements. Et il y a des députés de En Marche qui m'ont fait « on les a là », vous voyez, et il y en a d'autres qui m'ont fait « on a les menottes ». Est-ce que c'est de cette manière-là dont la démocratie doit vivre? Maintenant, j'espère quand même que sur le terrain de l'hôpital psychiatrique, il va y avoir des députés d'En Marche qui vont se saisir de la question, de la cause, pour la porter plus haut. Parce que je suis bien conscient qu'aujourd'hui, tant que c'est pas des gens de la majorité qui portent les dossiers, ils sont pas vraiment portés. Vous voyez que l'Assemblée est utile. Parce que je vous ai lu, finalement, la loi ne se fait pas à l'Assemblée. Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend. Il y a des propositions de loi qui viennent de l'Assemblée et qui sont discutées. Vous ouvrez au moins des débats. Voilà. François Ruffin. Non mais voilà, mais écoutez. En termes de tribune, c'est une bonne tribune. Bon. Maintenant, ce n'est pas là que se fait la loi. Et je le dis, je le regrette. C'est là pas là que se fait le véritable travail législatif. Là, encore une fois, même sur la psychiatrie, c'est au ministère que ça va se passer. Et ça va nous redescendre dessus, j'espère. Mais il faut que nous, on est l'un des éléments de la sphère publique, de la société civile, qui doivent faire pression sur les ministères pour qu'il y ait un projet en matière psychiatrie. Alors j'ai lu les réseaux sociaux et j'ai vu partout, mais François Ruffin, que va porter François Ruffin ce matin? Un maillot de foot? Non, vous avez une chemise tout à fait comme tout le monde. Est-ce pour frapper les esprits que vous avez ostensiblement porté le maillot d'une équipe de football amateur? Ça me fait plaisir, moi, de voir ça. Hein. Le maillot d'une équipe de foot locale à la tribune de l'Assemblée. D'abord, vous savez, j'ai un principe qui est moins politique que ludique en la matière. C'est j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie youpi youpi. Vous voyez? Youpi youpi. Ouais, c'est une chanson de Bobby Lapointe. Oui, youpi youpi. Et moi, j'ai pas envie de m'ennuyer. Et l'Assemblée nationale peut aussi être un lieu d'ennui. Donc je préfère les ennuis à l'ennui. Ça, c'est une première chose. Et l'ennui, c'est 1378 € d'amende. Voilà. On verra. Qu'on verra. La sanction n'est pas encore proclamée. Enfin, voilà. Mais le deuxième chose, c'est comment on rend visible cette parole à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous savez, j'ai fait un discours sur l'agriculture qui a été vu par des gens sur Facebook et tout ça, mais qui n'a pas eu de retentissement. Bon là, en effet, je porte un t-shirt du club de Haucourt-sur-Somme et je rends hommage au président, l'ancien président, et aux bénévoles qui, eux, tous les week-ends, plient, lavent les maillots. Et donc voilà. Donc et vous dites, il faut absolument taxer les gros transferts de foot, c'est-à-dire les gros transferts. Par exemple, on a eu Neymar, mais on a eu Mbappé. Mais enfin voilà, c'est pas moi qui. C'est quel montant de la taxe? 5%. Mais vous savez, encore une fois, là je m'inscris dans une démarche constructive et avec l'UDI en l'occurrence, avec la droite, puisque c'est une proposition de Michel Zumkeller. Et moi, dès qu'elle est arrivée dans ma boîte mail, parce que ça se reçoit par mail à l'Assemblée nationale. Donc vous recevez les propositions des uns et des autres par mail. Voilà. Et j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est super, je signe tout de suite. Voilà. Donc là, d'abord, c'est de dire rendre à Monsieur Zumkeller ce qui appartient à Monsieur Zumkeller. Moi, j'ai vu ça. Donc lui, il propose une taxation à hauteur de 5%. Et puis, il dit sur les gros transferts sans que le montant soit déterminé, sachant que ça peut l'être ultérieurement par décret. Donc là, il s'agit de poser une question de principe. Le principe, c'est que il doit y avoir un rééquilibrage du sport
professionnel vers le sport amateur. Aujourd'hui, le rapport entre la Ligue et la Fédération de football, donc la Ligue, c'est les 40 clubs professionnels, ça fait 1600 joueurs pro, eh bien, ils ont 3,8 fois plus de moyens que la Fédération, par exemple. Et les petits clubs qui, eux, se sentent ponctionnés aussi par la Fédération. La vendredi soir, je jouais contre Allonville avec mon équipe Picardie Debout. Eh bien, le président du club est venu m'expliquer comment maintenant il était obligatoire de rendre compte des matchs par des tablettes, vous voyez, et que quand on n'arrivait pas, la tablette marchait pas, on avait 50 € d'amende par la fédération, par le district. Bon ben voilà, et ça c'est un motif de découragement pour lui. Moi je suis là pour écouter ses paroles. Ça a l'air de rien, mais non, mais ça n'a pas l'air de rien. C'est de la vie quotidienne. Le Jean-Baptiste qui est apprenti, lui et qui, en plus de ça, le mardi, le mercredi vient traîner les gamins et tout ça. Un jeune de 20 ans, bah il faut qu'on trouve le moyen qu'il soit pas découragé, qu'il y ait des sous qui lui arrivent plutôt qu'il se sente ponctionné. Vous jouez à quel poste? Moi, je joue milieu droit. Normalement, je n'ai pas le droit de le dire parce que politiquement, ça va pas trop. Milieu droit. Ah oui, non, évidemment. François Ruffin, est-ce que vous avez signé la pétition? Vous êtes député reporter. Oui. Est-ce que vous avez signé la pétition demandant la création d'un conseil de déontologie du journalisme? Alors, je l'ai pas signé. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des tas de pétitions. Mais maintenant, alors au début, je me suis dit, c'est quoi ce machin? Donc, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça vous a un peu heurté au début, franchement. Je me suis dit, surtout qu'au début, on parlait de tribunal. Oui. Vous vous souvenez? Puis le mot a été retiré. Bon, alors voilà. Au début, c'était pas trop. Je me disais que c'est quoi ce truc-là. Et ensuite, en fait, la proposition de Jean-Luc Mélenchon a permis de faire voir que c'était quelque chose qui existait quand même déjà dans beaucoup de pays. Donc j'ai vu la Suède, tout ça, mais j'ai notamment vu la Belgique, et j'ai vu que concrètement, en Belgique, ça avait servi à, disons que il y a des tas de fois où franchement on se sent attaqué injustement. C'est quoi? C'est pour dénoncer les fautes ou manipulations des médias, c'est ce que j'ai lu. Ouais. Bon, là en Belgique. Dénoncer qui va dénoncer qui? Bah c'est celui qui se sent mis en cause, je pense. Celui qui se sent mis en cause peut le saisir. Maintenant. Je pense que ça peut être juger, alors là après apparemment en Belgique il y a des déontologues et tout ça. Bon, mais moi je crois que ceci dit, ça résout pas la question générale des médias. Moi la question centrale que je pose, c'est j'avais fait une étude sur France Inter, donc sur votre concurrent, mais je sais pas ce que ça donnerait sur RMC. Je veux bien là. Sur 18 heures d'antenne, on avait 1,7% de temps de parole pour les ouvriers employés, c'est-à-dire pour ce qui forme la majorité de la vous population. En aurez plus, je vous le dis tout de suite. Mais ça pas peut-être. Je vous dis sûrement. Vous pouvez mesurer. Amusez-vous. Je pense que vous allez voir. Mais je pense que on a là un problème. Vous voyez, et on a retrouvé à peu près les mêmes proportions qu'à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Et donc cette invisibilité de la majorité, pour moi, est un souci. Oui. Donc c'est surtout pour ça, quoi. Parce que j'imagine que le reporter, journaliste, député que vous êtes n'aime pas beaucoup ce genre de tribunaux, non? Franchement. En tout cas, je pense que moi, je vous vois pas, apprécier tout ça. Non. Votre liberté. Où elle est votre liberté, François Ruffin? Ma liberté, pour l'instant, je n'êtes pas faire comme les députés de la République en marche, approuver tout ce que dit le patron. Non. Votre patron. Oui. Mais non, mais je pense que c'est pas ça qui va résoudre des problèmes de structure. Il y a des problèmes de structure avec les médias. Les médias posent un problème aussi à la démocratie, mais c'est pas ça qui va aider. Ça suffit pas à résoudre des problèmes de structure. Maintenant, je vous assure que quand même, c'est une surprise depuis le début de mon mandat à quel point on peut attaquer sur des polémiques à la noix pour des petites choses. Et des fois, on aimerait se défendre. Mais qui les crée, les polémiques, pardon. Il y a des fois, c'est pas. Qui les crée? Oui, qui les crée? Est-ce que vous n'aimeriez pas, franchement, vous qui défendez, vous avez raison, je vais vous parler du SMIC. Ça, c'est du concret. Est-ce que vous n'aimeriez pas que dans votre parti, on parle un peu plus souvent de concret et qu'on laisse un peu plus souvent de côté les polémiques, franchement? C'est-à-dire je vous pose la question. J'ai regardé, on a déposé, je crois, 4700 amendements. Il y en a plein qui sont hyper constructifs. Par exemple, le fait que dans les entreprises, et entre autres les entreprises de presse, il doit y avoir des représentants des citoyens en même temps que des représentants des actionnaires, des représentants des salariés, que l'argent des radars, ils doivent aller à la prévention routière. Bon, mais simplement... Mais pourquoi vous étouffez tout ça avec vos polémiques en permanence? Le problème, c'est qu'on n'est entendu que sur les petits points de détail. Je vous assure, par exemple, je vous dis, j'ai fait un discours très intéressant, à mon avis. Alors, bon,
C'est s'auto-congratuler. Sur l'agriculture, Oui. vous voyez? Mais quelle est l'audience de ça? Elle était nulle, 0 reprise. J'ai fait un discours sur les médias aussi à la tribune. 0 reprise. Enfin, vous n'êtes pas dupe. Vous savez bien que quand Jean-Luc Mélenchon ou un autre de la France insoumise tient des propos qui créent la polémique, ça va être repris. Vous le savez bien. Mais... Ils sont volontairement tenus, ces propos. Enfin, François Ruffin, ne soyez pas dupe. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il y a plein de fois, en tout cas, moi j'ai tenu des propos polémiques sans le faire exprès. Donc bon. D'accord. Bon. Le SMIC. Oui. Le SMIC. Vous avez vu que le gouvernement réfléchit à remettre en cause la revalorisation automatique du SMIC. Bon, d'abord moi étant au SMIC, je suis directement concerné par le fait qu'on revalorise à quelque chose qui aujourd'hui c'est 1147 € net. C'est quand même ça. Je voudrais que ceux qui prennent les décisions aient à les vivre, moi. C'est-à-dire que là... Vivre avec le SMIC. Oui, je pense que ceux qui prennent des décisions de désindexation du SMIC sur l'inflation, ils aient à vivre avec le SMIC. Je pense qu'il faudrait qu'ils voient comment on vit avec ça, comment on essaye de se débrouiller, comment on serre les cordons de la bourse, comment on fait ça tous les jours en calculant, comment... Moi, je rencontre des gens qui connaissent le montant de leur facture après la virgule, les 95 centimes après la virgule pour EDF, GDF. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'ils aient à vivre avec ça. Moi, ça me rappelle Bernard Arnault, puisque c'est le héros de mon film, qui trouve que les gens qui sont dans ces usines en France gagnent trop, on va les déplacer en Pologne, ainsi de suite. Moi, j'étais arrivé dans une usine avec la comparaison entre les revenus de Bernard Arnault et ceux des ouvriers. On était à 1 pour 300 000. Ça veut dire que s'il fallait qu'une ouvrière couse des costumes Kenzo depuis l'âge des cavernes, c'était déjà quelque chose d'indécent, mais l'indécence supplémentaire, c'est de trouver que ce sont ces gens-là qui gagnent trop. Oui, mais on va développer l'intéressement, la participation, c'est ce que dit aussi le gouvernement. Et la discussion salariale dans l'entreprise, entre les partenaires sociaux. Oui, d'accord, mais vous savez, on vit dans, il y a des tas, il y a des tas et des tas de petites boîtes où il n'y aura pas d'intéressement, pas de participation. Moi, j'étais avec une AVS samedi, vous voyez, une auxiliaire de vie sociale. Bon, là, elle a la chance, elle considère ça comme une chance d'être à 1100 € là, parce qu'elle arrive à avoir ses 160 heures, mais peut-être qu'il va y avoir une personne âgée qui soit va partir en EHPAD, soit va décéder, et elle risque de se retrouver avec la moitié. Elle vit sur cette incertitude. Elle, qu'est-ce qu'elle va avoir avec son association entraide familiale, d'intéressement, de participation et ainsi de suite? Elle aura rien. Donc le minimum, c'est au moins d'indexer sur l'inflation. Et moi, je souhaiterais que tous les salaires soient indexés sur l'inflation, comme ça se faisait jusqu'en 1983. Élection de Laurent Wauquiez. Je termine avec... Pourquoi faites-vous cette moue? Non, mais parce que c'est la recomposition du paysage politique. Voilà maintenant, Emmanuel Macron a 3 adversaires principaux, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, non? Oui, alors après, il va falloir voir comment Wauquiez est fait. Bon, c'est leur famille politique, donc ils font comme ils... Mais il va falloir voir comment Laurent Wauquiez se débrouille pour se distinguer sur le plan économique et social quand on a un Macron qui mène déjà une politique fort à droite. J'aurais voulu vous montrer ça, Monsieur Bourdin. Je vous montre le trombinoscope de l'Assemblée nationale que j'ai reçu hier en passant dimanche soir à l'Assemblée. Il y avait ça dans ma boîte courrier. Donc c'est le trombinoscope. Et là, c'est subventionné par Cronenbourg, Autovision et Bourri Talon Associés, MM et Conseil. Et ça, c'est une boîte de lobbying. Et je trouve quand même significatif qu'une boîte de lobbying subventionne le trombinoscope de l'Assemblée nationale. Subventionne, vous pensez que c'est des subventions? C'est du sponsoring. Oui, non. Pour une boîte privée. Enfin, je pense que chacun fait son boulot avec rigueur, non? Ça vous choque pas que symboliquement... Pas particulièrement, je veux dire, Cronenbourg, Autovision, Bourri... Ça me... non. Bon, très bien. Ça vous choque? Oui, moi ça me choque. Ouais, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette confusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Je veux dire, quand on a un Premier ministre qui est lui-même un ancien lobbyiste de Areva et c'est une boîte de lobbying... Mais le trombinoscope, ça appartient à qui? C'est filé par du privé. Oui, d'accord. Enfin, qu'on ait ça remis dans toutes les boîtes à lettres de tous les parlementaires, moi je trouve ça surprenant. Merci François Ruffin, il est 8h54, vous êtes sur RMC, merci d'être venu nous voir. RMC et BFM TV, RMC, nous poursuivons jusqu'à 10h évidemment avec nos bureaux de vote. Merci François Ruffin, qui s'en va déjà. Non, vous allez vite. Non, mais il n'y a pas de souci,